Le brouillard du Pacifique s'épaississait sur l'entrée principale de Camp Pendleton, tandis que l'aube se levait sur la Californie du Sud. La lieutenant-colonel Nadia Chambers, agrippée au volant de sa berline de location, observait les Marines en uniforme impeccable contrôler les véhicules au point de contrôle de sécurité avec une précision militaire. Elle était arrivée volontairement en avance, 5h45, 15 minutes avant son rendez-vous avec le commandant de la base, et elle avait délibérément opté pour une tenue décontractée. Veste de course Nike, pantalon de sport noir, cheveux tirés en arrière en une simple queue de cheval. Pas d'uniforme, pas d'insigne de grade. Pas d'insigne d'unité Delta Force qui aurait pu révéler son identité. C'était intentionnel. Un test. En 16 ans d'opération de la Delta Force, Nadia avait appris qu'on découvre la vérité sur une organisation non pas en annonçant son arrivée en fanfare, mais en observant le comportement des gens lorsqu'ils pensaient que personne d'important ne les observait. Aujourd'hui marquait son premier jour à la tête de l'initiative conjointe d'entraînement aux opérations spéciales, une mission historique qui la placerait, en tant qu'opératrice de la Delta Force de l'armée de terre, au commandement direct des unités de reconnaissance des Marines. Le Pentagone l'avait choisie spécialement pour ce rôle, et elle savait pertinemment combien ce choix était controversé. Une femme noire. Dans l'armée de terre, pas dans le corps des Marines. Commandant des Marines dans des opérations spéciales. Elle avait besoin de savoir dans quoi elle s'engageait. La berline de location s'avança dans la file. Nadia prit sa carte d'identité militaire et son dossier d'ordre, les déposant sur le siège passager à portée de main. À travers le pare-brise, elle distinguait plus clairement les sentinelles du portail. 3 Marines en camouflage numérique, armes bien fixées mais présentes, scrutant chaque véhicule avec la vigilance qu'elle avait acquise au fil des ans. Avez-vous déjà vu quelqu'un être jugé non pas sur ses qualifications ou son caractère, mais uniquement sur son apparence? Si vous croyez que le respect se mérite par le service et le sacrifice, et non par la couleur de peau ou le sexe, abonnez-vous. Cet article va vous montrer que les préjugés dans l'armée peuvent mettre fin à une carrière. Le véhicule devant elle franchit le poste de contrôle. Nadia s'avança, baissant sa vitre, tandis qu'un jeune marine, caporal, d'après son insigne de grade, s'approchait avec un presse-papier. Il avait peut-être 22 ans, des cheveux blonds coupés hauts et serrés, et des yeux bleus qui la survolaient avec une efficacité maîtrisée. « Bonjour, madame, » dit-il d'un ton de courtoisie. « Veuillez m'indiquer ma carte d'identité et mon autorisation d'accès à la base. » Nadia lui tendit sa carte d'identité militaire, celle sur laquelle était clairement indiqué son grade, son appartenance à une branche et son niveau d'habilitation de sécurité. Le regard du marine se posa sur la carte, puis revint brusquement à son visage, puis à la carte. Son expression passa de l'ennui habituel à la confusion, puis à une expression qui ressemblait à de la suspicion. « Il est écrit « lieutenant-colonel », dit-il lentement, comme s'il lisait des mots dans une langue étrangère. « C'est exact, caporal. Armée. C'est également correct. » Le jeune marine, son nom indiquait Cooper, brandit sa carte d'identité à la lumière du petit matin, l'inclinant d'avant en arrière comme pour vérifier si elle était falsifiée. « Madame, est-ce votre carte d'identité ?» Nadia sentit une première tension dans sa poitrine. « Oui, caporal Cooper, c'est mon identification. J'ai l'ordre de me présenter au colonel Henderson à 6 heures. Attendez. » Cooper s'éloigna du véhicule, toujours sa carte d'identité à la main, et se tourna vers le poste de sécurité. « Gunny, j'ai besoin que vous voyiez quelque chose. » De la guérite fortifiée émergea un grand homme blanc d'une quarantaine d'années, large d'épaules et rayonnant de l'assurance que lui procurait 20 ans de service. Son uniforme affichait le grade de sergent-artilleur, ainsi qu'une poitrine ornée de rubans témoignant de ses multiples déploiements. Son badge l'identifiait comme étant Thornton, et dès que son regard se posa sur le véhicule de Nadia, ou plus précisément sur Nadia elle-même, son expression se durcit. Le sergent d'artillerie Derek Thornton s'est dirigé vers la fenêtre côté conducteur avec l'allure délibérée d'un homme qui possédait ce point de contrôle, qui avait décidé du sort de milliers de personnes essayant d'accéder à cette base, qui savait avec une certitude absolue qu'il avait l'autorité et le droit de déterminer qui appartenait à cet endroit.
Il regarda la carte d'identité dans la main de Cooper. Puis il regarda Nadia. Ses lèvres se pincèrent. « Sortez du véhicule, s'il vous plaît, » dit Thornton. Ce n'était pas une demande. « Sergent artilleur, je suis le lieutenant-colonel Nadia Chambers, de la Delta Force de l'armée américaine. J'ai reçu l'ordre de... Je t'ai dit de sortir du véhicule. » Sa voix portait la dureté d'un homme habitué à une obéissance immédiate, dont l'autorité avait rarement été remise en question par quiconque comprenait la hiérarchie du corps des Marines. Nadia serra les dents. Elle sentait la situation s'envenimer. Elle percevait les suppositions qui se formaient dans l'esprit de Thornton aussi clairement que s'il les avait formulées à voix haute. Mais elle était membre de la Delta Force. Elle avait survécu à des fusillades à Fallujah, à des combats rapprochés dans des camps syriens, à des opérations de libération d'otages qui lui avaient valu une Purple Heart et une Silver Star. Elle n'allait pas se laisser intimider par un garde de porte en proie à un abus de pouvoir. « Sergent artilleur, si vous voulez bien examiner mes qualifications. »« Maintenant. » Thornton porta la main à son arme de service sans la dégainer, mais en posant sa paume sur la poignée dans un geste de menace évident. « Ne me faites pas répéter. » Le brouillard semblait s'épaissir autour du poste de contrôle. Nadia pouvait voir d'autres Marines sortir du poste de sécurité. Un sergent-chef, téléphone à la main, déjà en train d'enregistrer, et un jeune caporal qui se postait côté passager de son véhicule. Derrière elle, la circulation matinale était bloquée. D'autres véhicules attendant d'accéder à la base, leurs occupants tendant le cou pour comprendre la cause du retard. Lentement, gardant délibérément le contrôle de ses mouvements pour éviter toute action qui pourrait être mal interprétée comme agressive, Nadia ouvrit la portière du conducteur et sortit sur l'asphalte. « Madame, je vais avoir besoin que vous placiez vos mains sur le capot du véhicule », a déclaré Thornton, s'installant déjà dans son espace personnel avec la confiance de quelqu'un qui a effectué des milliers de contrôles de sécurité. « Sergent-chef, je suis lieutenant-colonel dans l'armée américaine. Je suis affecté à la Delta Force et j'ai reçu l'ordre de me présenter à votre commandant de base dans 10 minutes. Mes qualifications sont... Vos accréditations, interrompit Thornton en faisant des guillemets de sa main libre, l'autre restant près de son arme, sont pour le moins suspectes. Vous arrivez ici en civil, au volant d'une voiture de location, en prétendant être un officier de la Delta Force. Il laissa échapper un rire sec, dénué d'humour. « Madame, je fais ce travail depuis 5 ans. Vous savez combien de personnes tentent d'accéder à cette base avec de fausses cartes d'identité? Combien de civils se présentent en prétendant être quelqu'un qu'ils ne sont pas? Je ne prétends rien. Vous êtes quelqu'un qui va être arrêté pour avoir tenté de se faire passer pour un officier de l'armée. » Thornton fit un geste sec en direction de Cooper. « Appelez la police militaire. Dites-leur qu'un imposteur pourrait tenter d'accéder à la base avec de faux identifiants. » Le rythme cardiaque de Nadia s'accéléra, non pas par peur, mais par la fureur grandissante d'une ancienne combattante qui avait mérité chaque ruban de son uniforme, traitée comme une criminelle par un homme qui n'avait jamais affronté le genre d'opération qu'elle menait régulièrement. « Sergent artilleur Thornton, si vous contactez le bureau du commandant de la base immédiatement, ils confirmeront mon identité et mes ordres. Je suis censé... Tu sais ce que je pense ?» Thornton s'approcha, suffisamment près pour que Nadia puisse sentir le café dans son haleine, suffisamment près pour transgresser toutes les limites professionnelles qui devraient exister entre un sous-officier et un officier supérieur. Je pense que tu es probablement la petite amie de quelqu'un qui s'est trompé de bâtiment. Peut-être qu'un des jeunes Marines t'a dit de venir à l'entrée principale. Il t'a raconté une histoire sur ton arrivée à la base. L'accusation a fait l'effet d'un coup dur. L'hypothèse sous-jacente qu'une femme noire d'une 30aine d'années, présentant une pièce d'identité militaire, ne pouvait être ici que parce qu'elle entretenait une relation amoureuse avec un militaire, révélait exactement le type de raisonnement qui avait miné toute la carrière de Nadia. « Ce n'est pas... » commença-t-elle, mais le caporal Cooper l'interrompit. « Gunny, tu veux que je vérifie la base de données des personnes à charge pour voir si elle est inscrite comme épouse ou petite amie ?» Le ton de Cooper exprimait une volonté de plaire à son supérieur qui retourna l'estomac de Nadia. « Bien vu, Cooper. » Thornton finit par sortir la carte d'identité militaire de Nadia de là où Cooper la tenait, l'examinant avec une attention exagérée.
C'est quand même assez sophistiqué pour un faux. Celui qui l'a fabriqué savait ce qu'il faisait. L'hologramme est bien placé, la police est correcte, et il y a même une puce intégrée. Monsieur, c'est parce que c'est vrai, dit Nadia, la voix plus forte malgré son habitude de rester calme sous la pression. C'est une carte d'accès commune du département de la Défense qui m'a été délivrée, avec mon grade, mon niveau d'habilitation et... Madame, je vais vous demander de vous taire et de mettre les mains dans le dos. La voix de Thornton était devenue froide, celle d'un homme qui a pris sa décision et qui ne se laisse influencer ni par les preuves, ni par les arguments. Un sergent-chef sortit de la guérite. Son nom était Morrison, une paire de menottes à la main. Il évitait de croiser le regard de Nadia, mais son langage corporel exprimait pleinement sa complicité. Ce n'était pas la première fois que ces Marines décidaient que quelqu'un n'avait pas sa place sur la seule base de son apparence. « C'est insensé », dit Nadia, la voix crispée par une colère contenue. « Je suis officier dans l'armée américaine. Je sers ce pays depuis 16 ans. J'ai participé à des missions de combat en Irak, en Afghanistan et en Syrie. J'ai reçu la Silver Star pour mes actions sous le feu ennemi à Mossoul. Je suis actuellement affecté à la Delta Force et j'ai reçu l'ordre, signé par un général 3 étoiles, de me présenter à Camp Pendleton aujourd'hui pour prendre le commandement d'une initiative conjointe d'entraînement aux opérations spéciales. Si vous me retenez, vous violerez. » Vous, les gens, vous avez toujours des histoires tellement élaborées, interrompit Thornton, l'accent mis sur « vous », indéniablement lié à son code racial. Toujours prétendre être quelqu'un d'important. Avocat, médecin, officier, c'est toujours impressionnant, n'est-ce pas? Jamais juste « je suis là pour vous rendre visite » ou « je me suis trompé de chemin ». C'est toujours cette histoire grandiose sur votre réussite, vos diplômes, l'importance de votre travail. La vision de Nadia se rétrécit. Le brouillard, le poste de contrôle, la foule de Marines et d'autres membres du personnel de la base se rassemblèrent. Tout s'éloigna, à l'exception du visage de Thornton, marqué par ce genre de préjugés qu'aucune discipline militaire n'avait réussi à effacer de sa vision du monde. « Vérifie mon identité dans le système », dit Nadia, s'efforçant de garder une voix calme. « Tout de suite. Consulte mon état civil. Tu verras. » « Ce que je vais voir, » dit Thornton en se rapprochant encore plus, « c'est exactement ce que je vois en ce moment. Une femme qui n'a rien à faire ici, qui pensait pouvoir s'introduire dans une base des Marines avec une fausse identité et une attitude osée. Vous voulez savoir ce qui se passe vraiment? Vous êtes probablement en train de fomenter une arnaque, une usurpation d'identité peut-être. Ou vous avez acheté cette identité sur le dark web en pensant pouvoir l'utiliser pour accéder à des installations sécurisées. C'est ridicule. Vraiment? La voix de Thornton se transforma en un murmure menaçant. Parce que de là où je suis, c'est bien plus logique que l'idée que Delta Force envoie. Il marqua une pause, son regard la scrutant d'une manière qui rendait son analyse parfaitement claire. Quelqu'un comme toi pour commander des Marines. Ce n'est pas comme ça que fonctionne l'armée, ma chérie. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les opérations spéciales. Alors, soit tu montes une arnaque, soit tu es vraiment confuse quant à ton identité. Et dans tous les cas, tu n'as pas accès à cette base. Derrière Nadia, les klaxons retentirent. L'embouteillage matinal s'accumulait sur l'autoroute, des dizaines de Marines et d'entrepreneurs civils étant en retard à leur service à cause de cet affrontement. Certains étaient sortis de leur véhicule, téléphone levé, filmant la scène. Nadia entendait des voix dans la foule. Qu'est-ce qui prend autant de temps? Ils arrêtent quelqu'un à la porte. C'est une femme noire? Qu'a-t-elle fait? Il a probablement essayé d'entrer dans la base sans autorisation appropriée. Les suppositions, la criminalisation automatique, la conclusion immédiate qu'elle avait dû faire quelque chose de mal, tout cela était si familier que la poitrine de Nadia se serrait sous le poids de décennies de ce même schéma se répétant encore et encore. « Sergent-chef Thornton, » dit Nadia en se redressant de toute sa hauteur malgré ses 18 centimètres de moins que le marine devant elle, « je vous ordonne de vérifier mes qualifications par les voies officielles. Contactez le bureau du commandant de la base. Contactez le commandement des opérations spéciales interarmées du Pentagone. Contactez... » « Vous ne m'ordonnez rien, » gronda Thornton.
Vous n'avez aucune autorité ici. Vous n'avez aucun grade que je sois tenu de reconnaître. Vous n'avez qu'une trentaine de secondes pour coopérer volontairement avant que je demande aux Marines de vous maîtriser physiquement et d'appeler la police militaire pour vous expulser de cette base menottée. Morrison s'avança, menottes à ressort, ses mouvements mécaniques, comme s'il avait déjà agi ainsi à maintes reprises et n'avait pas besoin de se poser de questions. Cooper se plaça de l'autre côté de Nadia, l'enfermant de facto. Les trois Marines formèrent un mur d'uniforme et s'arrogèrent une autorité absolue. Hommes qui avaient empassé toute leur carrière dans un système qui leur avait appris à distinguer les personnes ayant leur place au pouvoir des autres. Et Nadia, vétéran de combat décoré, opératrice de la Delta Force, récipiendaire de la Silver Star, la femme spécifiquement choisie par le Pentagone pour briser les barrières et diriger ce commandement conjoint historique, ne correspondait pas à leur modèle mental de qui méritait le respect. « Dernière chance », dit Thornton. « Les mains dans le dos, ou on y va à la dure. » Nadia regarda par-dessus lui vers la guérite de sécurité, où elle vit un téléphone fixe sur le bureau. Un appel. Il n'en fallait pas plus. Un appel au bureau du colonel Henderson, et toute cette affaire se résoudrait d'elle-même. Mais Thornton n'avait aucune intention de passer cet appel. Il avait déjà établi sa culpabilité, construit un récit où elle était la menace et lui le héros, protégeant sa base des infiltrations. « Je ne résiste pas », a déclaré Nadia clairement, s'assurant que sa voix porte sur tous les téléphones qui enregistraient cette rencontre. « Je suis officier et j'obtempère malgré mes protestations. Mais je tiens à ce qu'il soit prouvé que je me suis identifié à plusieurs reprises, que j'ai demandé à plusieurs reprises une vérification par les voies officielles et que j'ai été privé de la légalité. » « Gardez ce discours pour les députés, » dit Thornton avant de hocher la tête vers Morrison. « Menottez-la. » Le sergent-chef se plaça derrière Nadia, lui tirant brutalement les bras en arrière avec suffisamment de force pour lui tordre les épaules. Les menottes flexibles lui mordirent les poignets tandis qu'il les serrait, plus fort que nécessaire, au point de couper la circulation, au point de laisser des marques qui dureraient des jours. « Tu fais une erreur, » dit Nadia en serrant les dents tandis que la douleur lui parcourait les bras. « La seule erreur, » répondit Thornton, « c'est de croire que vous pouvez y arriver. Quelle que soit l'arnaque que vous organisez, elle s'arrête là. » Il fouilla dans la voiture de location et en sortit le dossier d'ordre de Nadia. Des documents officiels du Pentagone sur papier à en-tête, signés par le lieutenant-général Marcus Crawford, commandant du commandement des opérations spéciales interarmées. Thornton les feuilleta avec l'indifférence désinvolte de quelqu'un qui avait déjà conclu qu'ils étaient faux. « Ça a l'air vrai ?» dit Cooper en lisant par-dessus l'épaule de Thornton. « Vraiment vrai. Les filigranes, les sceaux. »« Bien sûr qu'ils ont l'air vrais, » interrompit Thornton. « C'est tout l'intérêt d'une bonne contrefaçon. Tu crois qu'un escroc va se pointer avec des documents manifestement faux ?» Il jeta le dossier dans la voiture. Il a probablement payé quelques centaines de dollars pour les faire dans un magasin de photocopie. « Ce sont des documents originaux, » dit Nadia d'une voix tendue tandis que Morrison resserrait sa prise sur ses bras entravés. « Signé par un général 3 étoiles. Si vous pouviez juste appeler « Morrison, emmène-la en cellule », ordonna Thornton. « Cooper, fais venir ces policiers militaires et que quelqu'un fasse bouger la circulation. On a une base à surveiller. » Morrison accompagna Nadia vers le poste de sécurité, la main serrée sur son bras avec une force meurtrière. Ses épaules hurlèrent de protestation tandis qu'il la tirait, les menottes flexibles lui entaillant les poignets à chaque pas. La foule de spectateurs s'écarta, certains détournant le regard, d'autres filmant avec plus d'impatience, capturant chaque instant de son humiliation. « C'est une détention illégale !» a crié Nadia, projetant sa voix pour que tout le monde l'entende. « Je suis retenu sans motif. Je me suis présenté comme officier de l'armée. J'ai présenté des documents valides. Et je suis traité comme une criminelle à cause de préjugés fondés sur mon origine ethnique et mon sexe. »« Oh, c'est parti !» dit Thornton d'une voix forte, jouant avec la foule. « La carte raciale. Parce que tout est une question de race, n'est-ce pas? Impossible que vous ayez tort. Impossible que vous essayiez d'accéder illégalement à une base militaire. Non, c'est forcément du racisme. C'est toujours le cas avec vous. Et voilà, c'était encore vous.
La phrase qui a résumé des siècles de discrimination en 2 mots simples. Morrison poussa Nadia dans la salle de détention du poste de sécurité, une boîte en béton sans fenêtre avec un banc en métal et rien d'autre. La porte claqua derrière elle, la laissant seule dans la pénombre, les mains encore douloureusement liées dans le dos, les épaules lancinantes, les poignets engourdis par les liens serrés. À travers la porte, elle entendit la voix de Thornton. Qu'une policière vienne la chercher, et que quelqu'un analyse ses empreintes digitales, voyons qui elle est vraiment. Je parie qu'on trouvera des mandats d'arrêt, des antécédents d'arrestation, quelque chose qui explique pourquoi elle veut tant pénétrer dans cette base. Nadia ferma les yeux, s'efforçant de respirer malgré la douleur et la rage. 16 ans. 16 ans de service, 3 déploiements au combat, une Silver Star, un Purple Heart, 2 fois recommandé pour une promotion avant ses pairs, sélectionné par le Pentagone pour l'une des missions de commandement les plus sensibles de la communauté des opérations spéciales. Et elle n'a pas pu passer un garde qui avait décidé qu'elle était une criminelle au moment où il avait vu son visage noir. Les minutes s'écoulèrent lentement. 5, 10, 15. À travers les murs, Nadia entendait des conversations radio, des sonneries de téléphone, la voix de Thornton donnant des ordres pour l'interpellation de l'imposteur qu'ils avaient arrêté. Personne n'appelait le bureau du commandant de la base. Personne ne vérifiait sa version des faits. Ils avaient tous conclu instantanément à sa culpabilité. Et maintenant, ils se contentaient d'exécuter les formalités de la procédure officielle pour justifier leurs préjugés. À 23 minutes après l'heure prévue, 23 minutes après qu'elle aurait dû être assise dans le bureau du colonel Henderson pour commencer sa première journée de commandement, Nadia entendit du vacarme à l'extérieur de la salle de détention. Une voix d'homme, aiguë et autoritaire. « Où est-elle? Où est le lieutenant-colonel Chambers ?» La porte s'ouvrit brusquement. Le major Richard Sullivan se tenait dans l'embrasure, le visage rouge de colère et d'effort, comme s'il s'était enfui du bâtiment de commandement. Son regard se posa sur Nadia, les mains liées dans le dos, les épaules tordues de douleur, appuyées contre le mur de béton de la cellule, et son expression se transforma en une horreur absolue. Sullivan se mit au garde-à-vous avec une telle rigidité que Nadia entendit ses talons claquer. « Madame! Lieutenant-colonel Chambers, madame !» Il porta la main à son front en un salut sec que, vu les circonstances, Nadia ne pouvait physiquement pas lui rendre. Derrière Sullivan, le sergent-chef Thornton apparut dans l'embrasure de la porte, la confusion se lisant sur son visage comme des fissures dans la glace. « Major, monsieur, cette femme est... »« Cette femme, » interrompit Sullivan, la voix vibrant d'une fureur à peine contenue, « est le lieutenant-colonel Nadia Chambers, de la Delta Force de l'armée américaine, décorée de la Silver Star et, depuis 6 heures ce matin, commandante de l'initiative conjointe de formation aux opérations spéciales. Ce qui signifie, sergent-artilleur, qu'elle est supérieure à tous les autres sur cette base, sauf au commandant de la base elle-même. Et vous la menottez ?» La couleur quitta le visage de Thornton. Le silence dans la guérite dura 3 battements de cœur. Puis le chaos éclata. « Enlevez-lui ses liens, immédiatement !» rugit Sullivan, sa voix imprégnée d'une autorité qui contraignait tous les Marines aux alentours à réagir immédiatement. Morrison tâtonna pour couper les menottes flexibles avec un couteau, ses mains tremblant si fort qu'il faillit le laisser tomber à 2 reprises. Dès que les liens en plastique tombèrent, le sang afflua dans les mains de Nadia avec une intensité douloureuse. Elle avança lentement les bras, ses épaules hurlant de protestation après avoir été tirées en arrière pendant près de 30 minutes. Des marques violettes encerclèrent ses poignets, là où les menottes avaient entaillé sa peau. Les yeux de Sullivan se fixèrent sur ces marques, et sa mâchoire se serra si fort que Nadia vit ses muscles sursauter. « Sergent artilleur Thornton, vous devez rester à ce poste. Ne bougez pas. Ne parlez à personne. N'essayez pas de quitter cette base. Est-ce bien compris? Monsieur, je... » La voix de Thornton avait perdu toute sa confiance d'antan, remplacée par la réalisation tremblante d'un homme regardant sa carrière se désintégrer en temps réel. « J'ai demandé si c'était compris, sergent artilleur. »« Oui, monsieur. Compris, monsieur. » Sullivan se tourna vers Nadia, son expression passant de la rage à une profonde inquiétude. « Madame, êtes-vous blessée? Avez-vous besoin de soins médicaux? »
Nadia roula prudemment les épaules, évaluant les dégâts. Tout lui faisait mal, mais rien ne semblait définitivement endommagé. Elle avait enduré pire au combat, bien pire. Mais cette douleur avait un poids différent. Ce n'était pas la blessure honorable du combat. C'était la dégradation d'être traitée comme une sous-humaine par des gens qui auraient dû reconnaître son autorité, son service, son sacrifice. « Je vais bien, Major », dit-elle d'une voix assurée malgré la fureur qui la rongeait. « Mais je veux que chaque détail de cet incident soit documenté. Les images de sécurité, les témoignages, les communications radio, tout. Déjà en cours, madame. Vous n'étant pas arrivé au bureau du colonel Henderson à 6h10, elle m'a envoyé vous localiser. Je suivais l'entrée de votre véhicule dans le périmètre de la base lorsque j'ai découvert que vous aviez été retenu à l'entrée. » Le visage de Sullivan s'assombrit. Le commandant de la base est en route. Et madame, elle est extrêmement mécontente. C'était un euphémisme, soupçonnait Nadia. Patricia Henderson l'avait personnellement recrutée pour cette mission, s'était battue pendant 6 mois contre la bureaucratie du Pentagone pour obtenir l'autorisation de nommer un officier de l'armée à la tête des Marines en formation d'opérations spéciales. Henderson avait misé sa réputation sur la sélection de Nadia. Et voilà que, dès son premier jour, la sécurité de son propre portail la traitait comme une criminelle. Le bruit d'un véhicule approchant à vive allure résonna dans l'air matinal. Un SUV noir, arborant des drapeaux de commandement sur le capot, dérapa et s'immobilisa devant le poste de sécurité. La portière s'ouvrit brusquement avant l'arrêt complet du véhicule et le colonel Patricia Henderson en émergea telle une tempête humanisée. Henderson avait 52 ans, une musculature svelte et une discipline de fer, des cheveux aux mèches argentées tirés en arrière en un chignon réglementaire et des yeux capables de décaper la peinture à 50 mètres. Elle avait été la première femme à commander une unité expéditionnaire des Marines au combat, et elle dégageait une autorité qui faisait que les hommes adultes se tenaient instinctivement plus droits en sa présence. Tous les Marines à la porte se sont mis au garde-à-vous à son approche. Le regard d'Henderson parcourut la scène. Nadia se frottant les poignets, les menottes coupées sur le sol, le positionnement protecteur de Sullivan entre Nadia et l'équipe de sécurité de la porte, et le visage de Thornton passant rapidement par des nuances de blanc et de gris. « Quelqu'un, » dit Henderson d'une voix d'un calme mortel, « ferait mieux de commencer à expliquer pourquoi mon nouveau commandant de la force opérationnelle interarmée a été détenu comme un vulgaire criminel à mon entrée. » Personne ne parlait. Le brouillard s'était complètement dissipé, laissant le poste de contrôle exposé à la lumière matinale aveuglante qui éclairait chaque détail de la situation avec une clarté douloureuse. Henderson se tourna vers Nadia. « Colonel Chambers, êtes-vous blessé ?»« Immobilisé avec une force excessive, colonel. Épaules tendues, poignets écorchés, mais fonctionnels. » Nadia a rédigé un rapport clinique et professionnel, laissant les faits parler d'eux-mêmes. « Je vois. » Le ton d'Henderson aurait pu figer l'océan Pacifique. Elle pivota pour faire face à Thornton. « Sergent artilleur, vous allez expliquer en détail vos actions de ce matin. » Thornton déglutit difficilement. « Madame, elle est arrivée en civil, au volant d'une voiture de location. Elle a présenté une pièce d'identité attestant son grade de lieutenant-colonel, mais compte tenu de des circonstances, cela semblait suspect. » Circonstances. Henderson répéta le mot comme si elle examinait un échantillon biologique. « Expliquez-nous ces circonstances, sergent-chef. »« Madame, je... » Le regard de Thornton se posa sur Nadia, puis se détourna, incapable de la maintenir. Elle ne ressemblait pas à ce que j'imaginais pour un officier de ce rang. Avez-vous scanné sa carte d'identité militaire dans le système de vérification? Un silence. Non, madame. Avez-vous contacté mon bureau pour vérifier son arrivée prévue? Non, madame. Avez-vous examiné les ordres qu'elle portait, que j'ai personnellement signés et qui l'identifiaient clairement comme commandant entrant? Je croyais qu'ils étaient peut-être faux, madame. Henderson s'approcha de Thornton, suffisamment près pour qu'il doive baisser les yeux pour croiser son regard. « Sergent artilleur, j'ai visionné les images de sécurité de ce poste de contrôle. J'ai écouté l'enregistrement audio. J'ai lu les témoignages de 7 Marines et de 4 entrepreneurs civils qui ont observé votre conduite.
Je vais donc vous poser la question directement. Pourquoi avez-vous supposé que les qualifications du colonel Chambers étaient frauduleuses? La question restait en suspens comme une hache prête à tomber. Madame, d'après mon expérience, votre expérience vous a appris qu'une femme noire en tenue de sport ne pouvait pas être lieutenant-colonel de la Delta Force? La voix d'Henderson était parfaitement posée, ce qui rendait ses paroles plus dévastatrices que si elle avait crié. Votre expérience vous a appris à ignorer les pièces d'identité officielles du département de la Défense, les ordres du Pentagone et les déclarations directes d'un supérieur? Votre expérience vous a appris à maîtriser physiquement un officier supérieur et à le placer en cellule? Je suivais les protocoles de sécurité. Vous suiviez les préjugés. Henderson perdit enfin le contrôle de sa voix, atteignant un volume digne d'un terrain de parade qui fit tressaillir plusieurs Marines. Vous avez jeté un coup d'œil au colonel Chambers et décidé qu'elle n'avait rien à faire ici. Non pas pour des raisons de sécurité, non pas à cause d'une violation légitime du protocole, mais parce qu'elle ne correspondait pas à l'image que vous vous faisiez d'un officier de haut rang. C'est exact? La bouche de Thornton s'ouvrait et se fermait sans bruit. Je prends cela pour confirmation. Henderson se tourna vers Sullivan. Major, placez le sergent-chef Thornton en état d'arrestation. Les chefs d'accusation incluent la violation de l'article 92, refus d'obéir aux ordres légitimes d'un supérieur, et de l'article 93, cruauté et mauvais traitement envers ses subordonnés. Ajoutez l'article 134 pour conduite portant atteinte au bon ordre et à la discipline. Placez-le en cellule en attendant sa comparution en cour martiale. Madame, attendez. Thornton perdit enfin tout son sang-froid. Je vous en prie, j'ai 20 ans de service. Je suis à 3 ans de la retraite. Ma pension... J'aurais dû y penser avant de décider que tes préjugés personnels étaient plus importants que les règlements militaires. L'expression d'Henderson était dénuée de toute compassion. Sergent-chef Morrison, caporal Cooper, caporal-chef Hayes, vous trois faites également l'objet d'une enquête pour votre rôle dans cet incident. Vous êtes relevés de vos fonctions de sécurité à l'entrée avec effet immédiat et confinés à la base en attendant les résultats de l'enquête. Morrison était devenu pâle. Colonel, nous suivions les ordres du sergent-chef. Vous avez participé à la détention illégale d'un officier supérieur. Chacun d'entre vous a eu l'occasion de remettre en question ces ordres, de vérifier l'identité du colonel Chambers par les voies appropriées et d'exercer le jugement que les Marines sont censés posséder. Vous avez choisi de ne pas le faire. Vous en assumerez les conséquences. Henderson sortit son téléphone et tapa rapidement. Je contacte le NCIS, service d'enquête criminelle de la Marine, pour qu'il prenne en charge cette affaire. Il ne s'agit pas seulement d'un problème de discipline militaire. Il s'agit d'une potentielle violation des droits civiques fédéraux. Colonel Chambers, vous avez parfaitement le droit de porter plainte devant un tribunal civil, tout comme devant la justice militaire. Nadia hocha lentement la tête, son esprit réfléchissant déjà aux implications. Elle avait voulu comprendre dans quoi elle s'engageait en prenant ce commandement. Maintenant, elle le savait. La question était, quelle était la profondeur du problème? Colonel Henderson, dit Nadia prudemment, j'aimerais visionner les images de sécurité de ce portail des 6 derniers mois. Je veux voir s'il y a une tendance. Les yeux d'Henderson se plissèrent, persuadés. Tu penses que ce n'est pas un incident isolé? Je pense que la confiance du sergent Thornton en ses actes suggère qu'il a déjà agi ainsi sans en subir les conséquences. Je pense que ses subordonnés l'ont suivi sans hésiter, car ils avaient été formés, formellement ou non, à l'acceptabilité de ce comportement. Et je pense qu'en creusant davantage, nous trouverons d'autres victimes qui n'avaient ni le grade ni les ressources nécessaires pour riposter. D'accord. Henderson fit un geste vers son SUV. Nous allons visionner les images de mon bureau. Major Sullivan, coordonnez-vous avec la police militaire pour traiter ces arrestations. Je veux que tout soit documenté avec la plus grande précision. Chaque mot prononcé, chaque geste posé, chaque preuve préservée. Quand l'affaire sera portée devant la cour martiale, je veux que le dossier soit parfaitement irréprochable. Tandis que Sullivan s'apprêtait à exécuter ses ordres, Nadia se dirigea vers le véhicule d'Henderson, passant près de Thornton,
désormais entouré de policiers militaires. Le visage du sergent artilleur s'était teinté d'un profond ressentiment, toute trace de peur ayant cédé la place à la colère d'avoir été pris. « C'est n'importe quoi », marmonna Thornton, juste assez fort pour que Nadia l'entende. 20 ans de service, et ma carrière est détruite parce que... Choisissez vos prochains mots avec soin, sergent-chef, interrompit Henderson d'une voix de scalpel. Car tout ce que vous allez dire sera versé au procès-verbal et utilisé comme preuve de votre partialité lors de votre procès-verbal. Thornton garda le silence, mais ses yeux, lorsqu'ils croisèrent ceux de Nadia, étaient emplis d'une haine non dissimulée. Ce n'était pas un homme qui avait appris une leçon sur les préjugés. C'était un homme qui rendait Nadia responsable des conséquences de ses actes, qui n'accepterait jamais qu'une femme noire puisse légitimement le surpasser, le commander, exercer une autorité sur lui. Nadia soutint son regard un long moment, lui laissant comprendre que sa haine ne signifiait rien pour elle. Elle avait affronté des insurgés à Falloujah, des combattants talibans dans la vallée de Korengal, des agents de Daesh dans des bases syriennes. Un marine raciste à l'ego blessé ne méritait guère son attention. Elle se détourna et monta dans le SUV de Henderson. 3 heures plus tard, Nadia était assise dans le bureau du colonel Henderson, visionnant les images de sécurité sur un grand écran. Le major Sullivan occupait une autre chaise et prenait des notes. Une avocate civile du service juridique de la base, une femme à l'œil vif nommée Rebecca Morrison, sans lien de parenté avec le sergent-chef détenu, les avait rejoints pour évaluer les implications en matière de droit civique. Les images étaient accablantes. Non seulement à cause de l'incident de ce matin qui a montré avec une précision extrême comment Thornton avait transformé un contrôle de sécurité de routine en détention illégale, mais aussi à cause de dizaines d'autres incidents survenus au cours des 18 derniers mois lorsque Thornton avait été responsable de la sécurité des portes. Un lieutenant-commandant de la Marine noire, tentant d'accéder à la base en vêtements civils après un déploiement, a été détenu pendant 40 minutes pendant que Thornton vérifiait ses informations d'identification malgré la présentation par l'officier d'une pièce d'identité valide. Un capitaine de l'armée hispanique, conduisant sa fille adolescente à la base pour un rendez-vous médical, a été soumis à une fouille du véhicule et à un interrogatoire pour comportement suspect qui s'est avéré n'être rien de plus que le fait de parler espagnol au téléphone. Un sergent de marine noire de retour de permission a été longuement interrogé sur l'authenticité de son uniforme, car Thornton prétendait qu'il ne lui allait pas bien. 3 incidents distincts ont eu lieu dans lesquels des civils noirs ou hispaniques, des entrepreneurs disposant d'une autorisation appropriée, se sont vus refuser l'entrée dans le pays, Thornton affirmant que leurs documents étaient suspects malgré les registres de base montrant qu'ils avaient été correctement classés. Le schéma était indéniable. Thornton gérait le poste de contrôle comme son fief personnel, soumettant les personnes de couleur à une surveillance accrue, des retards et du harcèlement, tandis que les militaires et les civils blancs passaient avec un minimum de contrôle. « Comment ça a pu durer aussi longtemps ?» demanda Nadia, la voix crispée par une colère contenue. L'expression d'Henderson était sombre. « Parce que les personnes détenues ou harcelées ne portent pas toujours plainte. Parce que certaines des victimes étaient des jeunes soldats qui craignaient des représailles, parce que Thornton savait parfaitement tenir le coup. Il invoquait toujours des problèmes de sécurité ou le respect des protocoles, créant toujours juste assez de déni plausible pour éviter le déclenchement d'une enquête. Jusqu'à ce qu'il commette l'erreur de le faire à quelqu'un qui était supérieur à sa chaîne de commandement, a ajouté Sullivan. Rebecca Morrison se pencha en avant. Colonel Chambers, ces images constituent des preuves suffisantes pour une action en justice fédérale en matière de droit civique en vertu du titre 42, article 1983 du Code des États-Unis. Vous disposez de preuves claires de discrimination fondée sur la race et le sexe, commises par un fonctionnaire fédéral agissant sous couvert de la loi. La responsabilité du gouvernement est lourde. Nadia hocha lentement la tête. Je veux contacter les autres victimes. Le lieutenant-commandant, le capitaine, le sergent, toutes. Elles méritent de savoir qu'elles n'imaginaient pas la discrimination. Elles méritent aussi justice. D'accord, dit Henderson. Je vais demander à mon équipe de contacter chaque personne identifiée dans ces incidents.
Colonel Chambers, je tiens à être très clair sur un point. » Elle marqua une pause, s'assurant d'avoir toute l'attention de Nadia. « Ce qui vous est arrivé ce matin est inexcusable. Cela n'aurait jamais dû arriver. Et cela reflète une défaillance systémique dans la gestion de cette base. Vous avez été choisi pour ce poste de commandement parce que vous êtes la personne la mieux placée pour ce poste, non pas malgré votre appartenance à la race noire, mais parce que vos états de service, votre expertise tactique et vos capacités de leadership sont exceptionnels. Le fait que mon service de sécurité à l'entrée n'ait pas pu le reconnaître, n'ait pas pu dépasser ses préjugés pour reconnaître votre autorité, me dit que nous avons des problèmes culturels bien plus profonds à résoudre. »« Oui, madame, » dit doucement Nadia. « Je vous ai fait venir pour révolutionner la façon dont nous formons les forces d'opération spéciales dans toutes les branches de l'armée. Cette mission n'a pas changé, mais j'en ajoute une autre. » La voix d'Henderson se durcit avec détermination. « Vous allez aussi m'aider à éradiquer cette culture de discrimination, en commençant par la cour martiale de Thornton, puis en poursuivant par une refonte complète de nos protocoles de sécurité et en étendant la formation obligatoire sur les préjugés à tous les Marines de cette base. Nous allons faire de Camp Pendleton un modèle de fonctionnement militaire au XXIe siècle. » Nadia sentit un changement dans sa poitrine. Elle passa du statut de victime de discrimination à celui d'actrice du changement. L'humiliation de ce matin pourrait devenir le catalyseur d'une réforme systémique. Les préjugés de Thornton pourraient se transformer en preuve, imposant la responsabilité institutionnelle. « Je suis prête à commencer, colonel, » dit Nadia. « Les 2 missions. » Henderson sourit, une expression rare qui la rajeunissait de 10 ans. « Je savais que vous le seriez. Maintenant, parlons de votre premier point à l'ordre du jour. » Elle sortit un dossier. En plus de tout le reste, 73 Marines arrivent demain matin pour la première phase de l'entraînement aux opérations spéciales interarmées. Ils viennent des unités de reconnaissance de la force du corps des Marines et, pour être honnête, ils ne sont pas tous ravis d'être commandés par un officier de l'armée de terre. « Surtout une femme noire, officier de l'armée, » dit Nadia sèchement. « Surtout ça, » confirma Henderson. « Mais voici ce que je sais des agents de la Delta Force. On n'arrive pas aussi loin dans les opérations spéciales en étant fragile. On y est arrivé en étant plus résistant, plus intelligent et plus résilient que tous ceux qui nous entourent. Je suis donc absolument certain que vous saurez convaincre ces Marines comme vous avez conquis tous les sceptiques que vous avez rencontrés en 16 ans de service, en excellant indéniablement dans votre travail. » Nadia prit le dossier et parcourut la liste des Marines qui seraient sous son commandement. Nom, grade, état de service, spécialité. 73 hommes, pas une seule femme parmi eux, la plupart ayant participé à de multiples déploiements au combat, tous dotés de l'entraînement d'élite nécessaire à la sélection pour la force de reconnaissance. Ils la testeraient, ils la questionneraient. Certains résisteraient à son autorité, comme Thornton l'avait fait, et elle prouverait à chacun d'entre eux qu'ils avaient tort. « Il y a encore une chose que vous devez savoir, » dit Sullivan en ouvrant un autre fichier sur sa tablette. « La nouvelle de votre détention a déjà fuité. Quelqu'un à la porte, nous ne savons pas encore qui, a posté une vidéo sur les réseaux sociaux avant que nous puissions l'arrêter. Elle est devenue virale. 20 000 vues en 1 heure, et ça s'accélère. » Nadia sentit son estomac se nouer. La vidéo la montrait menottée, traînée dans une cellule de détention, tandis que Thornton débitait ses préjugés, visibles aux yeux du monde entier. Son humiliation, diffusée dans le monde entier. « Laisse-moi voir, » dit-elle. Sullivan hésita, mais Henderson acquiesça d'un signe de tête. Il tourna la tablette vers Nadia. La vidéo était pire que ce qu'elle craignait. Filmée du point de vue d'une personne dans les embouteillages, elle captait chaque instant de la confrontation. La voix de Thornton était claire. « Vous avez toujours des histoires tellement élaborées, probablement la petite amie de quelqu'un, vous n'avez rien à faire ici. » La section des commentaires explosait. Voilà ce à quoi les militaires noirs sont confrontés tous les jours. Elle est lieutenant-colonel et ils l'ont traitée comme une criminelle. Sa façon de dire « vous », c'est absolument dégoûtant. Ce marine devrait être renvoyé sans honneur. À combien d'autres officiers noirs a-t-il fait ça?
Il y avait aussi, comme on pouvait s'y attendre, des défenseurs de Thornton. Il faisait juste son travail. Les protocoles de sécurité existent pour une raison. Elle aurait dû porter l'uniforme. C'est pourquoi les femmes n'ont pas leur place dans les rôles de combat. Nadia ferma les yeux, respirant à travers la vague d'émotions. Une partie d'elle était mortifiée que son pire moment soit désormais un spectacle public. Mais une autre partie, celle qui avait passé 16 ans à se battre pour la reconnaissance, à faire ses preuves, à lutter contre les préjugés, les barrières et les préjugés, y vit une opportunité. Si cette histoire touchait des millions de personnes, si son expérience devenait partie intégrante du débat national sur la discrimination dans l'armée, alors peut-être que son humiliation pourrait servir à quelque chose. Peut-être que d'autres militaires noirs, d'autres femmes en uniforme, d'autres personnes ayant subi un traitement similaire, se sentiraient moins seules. « Colonel Henderson, » dit Nadia en ouvrant les yeux, « j'aimerais faire une déclaration publique sur ce qui s'est passé. » Henderson l'observa attentivement. « Tu es sûr? Une fois que tu auras pris la parole, tu ne pourras plus revenir en arrière. Tu deviendras le visage de ce problème. » « J'ai été confronté à de nombreux problèmes tout au long de ma carrière, » a répondu Nadia. « Première femme noire dans mon unité de la Delta Force. Première femme à commander certains types d'opérations. Premier officier noir à recevoir certaines distinctions. J'ai l'habitude d'être la première et d'être scrutée. Et si mon expérience d'aujourd'hui peut mettre en lumière des problèmes systémiques, alors j'ai le devoir de m'exprimer. »« D'accord, » dit Henderson. Nous allons coordonner avec les relations publiques pour organiser une conférence de presse. Mais, Colonel Chambers, un conseil, lorsque vous raconterez cette histoire aux médias, au public américain, n'oubliez pas que vous ne représentez pas seulement votre propre personne. Vous représentez tous les militaires qui ont été victimes de discrimination et qui ont eu trop peur ou trop peu de pouvoir pour riposter. Rendez-les fiers. Nadia pensa au capitaine de corvette détenu pendant 40 minutes, au capitaine de l'armée fouillé parce qu'il parlait espagnol, au sergent des Marines dont l'uniforme était remis en question, à toutes les victimes filmées par la caméra de sécurité d'Henderson, et à toutes celles qui n'étaient pas documentées, dont les histoires n'ont jamais été enregistrées, dont les souffrances n'ont jamais abouti à une justice. « Je le ferai, madame, » promit Nadia. « Je les rendrai tous fiers. » Si vous pensez que ceux qui abusent de leur autorité devraient faire face à de véritables conséquences, cliquez sur ce bouton d'abonnement et laissez un j'aime, car ce qui se passe ensuite dans l'histoire du colonel Chambers vous montrera que la justice dans le système de justice militaire peut être rapide et impitoyable. 6 semaines plus tard, la colonelle Nadia Chambers se tenait à la tête d'un tribunal militaire vêtu de son uniforme, chaque ruban et chaque médaille étant soigneusement placés, son insigne d'unité Delta Force bien visible sur son épaule. L'étoile d'argent brillait sur sa poitrine, rappelant le jour où, à Mossoul, elle avait mené une opération de sauvetage qui avait sauvé 14 otages d'un camp de Daesh, essuyant des éclats d'obus au passage, mais refusant de partir tant que tous les civils n'auraient pas été évacués. Cet uniforme racontait une histoire, 16 années de service, 3 déploiements au combat, des dizaines d'opérations classifiées, un palmarès d'excellence qui aurait dû la rendre indéniable, incontestable. Mais le sergent d'artillerie Derek Thornton l'avait quand même remis en question. Il l'avait balayé du revers de la main. Il l'avait traitée comme une criminelle uniquement à cause de la couleur de sa peau. Il était maintenant assis à la table de la défense dans son propre uniforme, dépouillé de ses badges de qualification d'armes, ses chevrons semblant en quelque sorte diminués, flanqué de 2 avocats militaires qui avaient passé 6 semaines à construire une défense qui était sur le point de s'effondrer sous le poids des preuves. La salle d'audience était bondée. Les représentants des médias occupaient les derniers rangs, leurs caméras étant positionnées pour immortaliser chaque instant. Plusieurs autres victimes de Thornton étaient assises dans la galerie, le lieutenant-commandant de la marine, le capitaine de l'armée de terre, le sergent des Marines, toutes prêtes à témoigner de leurs propres expériences. Le sergent-chef James Washington, vétéran de la force Recon qui avait assisté à la détention de Nadia, était assis au premier rang, vêtu de sa tenue de cérémonie, prêt à livrer son récit.
Et à la tête de tout cela, le général de brigade Margaret Harrison, la première femme générale des Marines dans ce district, et une femme qui a bâti sa réputation sur une tolérance zéro à l'égard de la discrimination. Cette cour martiale est en session, annonça le général Harrison d'une voix imprégnée du droit militaire. L'accusé, le sergent-artilleur Derek Thornton, est inculpé de multiples violations du Code de justice militaire. Comment plaide-t-il? L'avocat de Thornton s'est levé. Non coupable de tous les chefs d'accusation, madame. Le procès s'est déroulé avec une précision militaire. L'accusation, menée par le colonel Thomas Blackstone, a méthodiquement monté son dossier. Des images de sécurité diffusées sur de grands écrans montraient l'interaction de Thornton avec Nadia avec une précision extrême. Des enregistrements audio ont capturé chaque préjugé, chaque sifflement raciste, chaque moment d'escalade. « Vous avez toujours des histoires tellement élaborées », répéta Blackstone, passant l'enregistrement pour la 3e fois. « Sergent-chef Thornton, pouvez-vous expliquer à la cour ce que vous entendiez par « vous » Thornton remua sur son siège. Je parlais de personnes essayant d'accéder à la base avec des informations d'identification douteuses. Vraiment? Blackstone a montré des images datant de 3 semaines plus tôt. Un homme blanc en civil, prétendant également être un officier de l'armée, au volant d'une voiture de location. On voit ici un autre individu dans des circonstances similaires. L'avez-vous arrêté? Non. Avez-vous remis en question ses qualifications? J'ai scanné sa carte d'identité et elle a été vérifiée. Avez-vous scanné la carte d'identité du colonel Chambers? Une pause. Non. Pourquoi pas? Thornton serra les dents. Je croyais que c'était une fraude. Sur la base de quelles preuves? D'après mon expérience? À cause de son origine et de son sexe, interrompit Blackstone. Vous avez vu une femme noire en tenue de sport et vous avez supposé qu'elle ne pouvait pas être un officier de haut rang. N'est-ce pas la vérité? Objection, a lancé l'avocat de Thornton. Appel à spéculer sur l'état mental de mon client. Décision rejetée, a déclaré le général Harrison. Le témoin répondra. Les yeux de Thornton brûlaient de ressentiment. J'ai pris ma décision en fonction de l'ensemble des circonstances. Une décision de justice qui a conduit un ancien combattant décoré, un agent de la Delta Force, un lieutenant-colonel de l'armée américaine, à être menotté et détenu en cellule pendant près de 30 minutes. Blackstone s'est laissé aller à cette réflexion. Combien de fois, en 5 ans de service de sécurité, avez-vous arrêté un agent blanc dans des circonstances similaires? Silence. Je réponds pour vous, sergent-chef. 0. Pas une seule fois. Mais vous avez détenu, retardé ou harcelé 7 personnes de couleur au cours de cette même période, tous documentés par les images de sécurité visionnées par ce tribunal. 7 incidents où vous avez soumis des militaires et des civils noirs et hispaniques à un examen plus approfondi que les Blancs n'ont pas subi. 7 incidents où vous avez présumé la culpabilité, la criminalité ou un comportement frauduleux en raison de leur origine ethnique. 7 victimes. Et le colonel Chambers en fait 8. L'accusation a appelé des témoins tout au long de l'après-midi. Le sergent-chef Washington a témoigné avoir assisté à la détention de Nadia depuis son véhicule, expliqué que ses tentatives répétées de s'identifier avaient été rejetées et que le langage et les actes de Thornton révélaient des préjugés raciaux évidents. Le lieutenant-commandant de la marine a décrit sa propre détention de 40 minutes, l'humiliation d'être traité comme suspect dans son propre uniforme, les suppositions faites par Thornton sur le fait qu'il avait volé son insigne d'officier. La capitaine de l'armée s'est effondrée en racontant comment sa fille adolescente avait pleuré pendant la fouille de leur véhicule, terrifiée par les marines armées qui entouraient leur voiture, traumatisée en voyant sa mère, un officier décoré, être traité comme une criminelle. Au moment où Nadia a témoigné, l'atmosphère de la salle d'audience était passée d'une procédure judiciaire à quelque chose de plus proche d'un règlement de compte. « Colonel Chambers, dit doucement Blackstone, veuillez décrire à ce tribunal ce qui s'est passé le matin du 15 septembre. » Nadia prit une inspiration, puis parla clairement et précisément. Elle décrivit son arrivée à la porte en civil, choix délibéré d'évaluer les protocoles de sécurité sans l'avantage de ses insignes de grade.
Elle décrivit la présentation de sa carte militaire, voyant la confusion du caporal Cooper se transformer en suspicion. Elle décrivit l'escalade de Thornton, son refus de vérifier ses papiers par les voies officielles, ses suppositions selon lesquelles elle était la petite amie de quelqu'un. Il m'a dit, et je cite, « Vous prétendez toujours être quelqu'un d'important », a déclaré Nadia d'une voix assurée, mais les mains crispées sur la barre des témoins. Il m'a demandé où j'avais obtenu mon diplôme. Il a suggéré que j'avais probablement un casier judiciaire. Il m'a maîtrisé, menotté avec une force excessive et enfermé dans une cellule de détention, refusant de passer un seul appel téléphonique qui aurait pu vérifier mon identité en 30 secondes. Qu'est-ce que cela vous a fait ressentir? Objection, a déclaré l'avocat de Thornton. Pertinence? Votre honneur. L'impact émotionnel d'un traitement discriminatoire est absolument pertinent pour comprendre la gravité de l'infraction, a rétorqué Blackstone. Rejeté. Le témoin peut répondre. Nadia regarda Thornton droit dans les yeux pour la première fois depuis sa déposition. J'avais l'impression que 16 ans de service ne signifiaient rien, comme 3 déploiements au combat, comme une Silver Star et une Purple Heart. Parce que, à ce moment-là, le sergent-chef Thornton m'a regardé et n'a vu que ma couleur de peau et mon sexe. Tout ce que j'avais accompli, tout ce que j'avais sacrifié, tout ce que j'avais prouvé, rien de tout cela n'avait d'importance pour lui. Je n'étais qu'une femme noire parmi tant d'autres, sans appartenance. La salle d'audience était absolument silencieuse. Pas d'autres questions, dit doucement Blackstone. La défense a tenté de monter un dossier, mais en vain. Elle arguait que Thornton respectait les protocoles de sécurité, mais l'accusation a démontré que ces mêmes protocoles étaient appliqués de manière sélective. Elle arguait que la tenue civile de Nadia justifiait un examen plus approfondi, mais des images d'officiers blancs dans des situations similaires bénéficiant d'un accès de routine ont réfuté cette affirmation. Elle a tenté de présenter Thornton comme un marine dévoué ayant simplement commis une erreur, mais la répétition des 7 incidents précédents rendait cette affirmation invraisemblable. Lorsque le verdict est tombé, il a été rapide et unanime. Sur tous les chefs d'accusation, a annoncé le général Harrison, ce tribunal déclare l'accusé, le sergent artilleur Derek Thornton, coupable. Le visage de Thornton pâlit. Dans la galerie, plusieurs de ses victimes se mirent à pleurer, non pas de tristesse, mais du soulagement immense d'être enfin cru, enfin validé, enfin reconnu coupable. L'audience sera prononcée après une brève suspension d'audience, a poursuivi Harrison. L'audience est levée. 90 minutes plus tard, ils se réunirent à nouveau. Le général Harrison regarda Thornton droit dans les yeux, tandis qu'elle prononçait sa sentence. Sergent-chef Derek Thornton, ce tribunal vous condamne à une rétrogradation au grade de simple soldat, à la perte de toute solde et indemnité, à 2 ans de réclusion et à une révocation pour déshonneur du corps des Marines des États-Unis. Votre comportement a déshonoré l'uniforme que vous portiez. Vous avez abusé de votre autorité, discriminé des militaires en raison de leur origine et de leur sexe, et jeté le discrédit sur le corps des Marines. Votre témoignage servira d'exemple sur ce qui arrive lorsque les préjugés corrompent la discipline militaire. L'avocat de Thornton commença à protester, mais Thornton lui-même resta immobile, les yeux fixés sur la table devant lui. 20 ans de service, effacés. Sa pension, disparue. Son grade, déchu. Sa liberté, confisquée pour les 2 prochaines années. Les conséquences du fait de traiter un supérieur comme un criminel en raison de la couleur de sa peau. Tandis que les députés emmenaient Thornton hors de la salle d'audience, Nadia ressentit un mélange complexe d'émotions. Pas vraiment de la satisfaction, il ne s'agissait pas de vengeance, mais le sentiment que justice avait été rendue, qu'un système fonctionnait enfin comme il le devait, que la responsabilité remplaçait l'impunité. À l'extérieur du palais de justice, elle a fait une brève déclaration aux médias rassemblés. Le verdict d'aujourd'hui envoie un message clair, a déclaré Nadia, les flashs allumés pendant qu'elle parlait. Toute forme de discrimination est inacceptable dans notre armée. L'origine ethnique, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, rien de tout cela ne devrait déterminer le traitement des militaires. Nous portons tous le même uniforme, nous prêtons tous le même serment,
nous méritons tous le même respect. Un journaliste a interpellé « Colonel Chambers, pensez-vous que cette affaire entraînera des changements plus larges dans la culture militaire ?» « Je l'espère, » répondit Nadia, « mais une seule cour martiale ne suffit pas. Nous avons besoin de réformes systémiques, formation obligatoire sur les préjugés, mécanismes de responsabilisation, leadership qui prend la discrimination au sérieux et culture où les victimes se sentent en sécurité pour signaler les incidents sans crainte de représailles. C'est le travail qui commence maintenant. 5 ans plus tard, la colonelle Nadia Chambers, désormais promue colonel, se tenait à l'endroit exact où elle avait été retenue ce matin brumeux de septembre. Mais tout avait changé. Le poste de contrôle avait été rebaptisé Chambers Memorial Gate en son honneur, avec une plaque commémorant l'incident et les réformes qui ont suivi. Le personnel de sécurité suivait une formation obligatoire sur la prévention des préjugés tous les 6 mois. Un comité de surveillance civile examinait les incidents de détention à la porte tous les trimestres. Des mécanismes de signalement anonyme permettaient aux militaires et aux civils de signaler sans crainte tout traitement discriminatoire. Et surtout, la culture avait changé. Pas complètement, un changement systémique ne se produit jamais du jour au lendemain, mais de manière mesurable. Les incidents de profilage racial recensés à Camp Pendleton avaient diminué de 73%. D'autres bases militaires à travers le pays avaient adopté des réformes similaires, s'inspirant du cas de Nadia. L'initiative conjointe de formation aux opérations spéciales, ICF, que Nadia commandait, était devenue un programme modèle permettant à plus de 400 Marines et opérateurs de l'armée de terre de former aux tactiques intégrées des opérations spéciales. Ces méthodes de formation étaient adoptées par d'autres commandements d'opérations spéciales. 3 articles qu'elle avait rédigés sur l'intégration interarmée avaient été publiés dans des revues militaires. Elle avait été invitée à intervenir au Pentagone, dans des académies militaires et lors de conférences dans le monde entier. Et debout à côté d'elle à la porte ce matin-là, se préparant à couper le ruban du poste de contrôle récemment rénové, se trouvait le sergent-chef James Washington, récemment promu et nommé comme son conseiller principal. « Tu sais, » dit Washington doucement, tandis qu'ils attendèrent le début de la cérémonie. « Il y a 5 ans, je t'ai vu te faire menotter ici et je pensais que le système protégerait Thornton. Je pensais que rien ne changerait. Je pensais que tu ne serais qu'une victime de plus. » « Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?» demanda Nadia. « Tu l'as fait, » sourit Washington. « Tu aurais pu accepter un arrangement, être muté, laisser l'armée enterrer l'incident. Au lieu de ça, tu es resté. Tu t'es battu. Tu as transformé ta pire journée en quelque chose qui a aidé des milliers d'autres militaires. C'est ça, le leadership, madame. » La cérémonie a commencé. Le colonel Henderson, aujourd'hui retraité mais présent en tant qu'invité d'honneur, a prononcé le discours d'ouverture. Plusieurs autres victimes de Thornton ont expliqué comment les réformes leur avaient apporté un sentiment de sécurité, de respect et de valorisation dans leur service. Et Nadia a prononcé le discours final, debout sur un podium avec le panneau Chambers Memorial Gate visible derrière elle. « Il y a 5 ans, je suis arrivée à cette porte en tant que commandante entrante et j'ai été traitée comme une criminelle. » a-t-elle déclaré, sa voix portant jusqu'à la foule rassemblée de Marines, de représentants des médias et de chefs militaires. Ce qui m'est arrivé n'était pas unique. Cela s'inscrivait dans un modèle de discrimination qui avait été toléré parce qu'aucune personne suffisamment gradée n'en avait été directement victime. Mon grade me donnait le pouvoir d'exiger des comptes, mais la responsabilisation sans changement systémique est vaine. Elle a fait un geste vers le poste de contrôle rénové, vers les installations d'entraînement visibles au loin, vers le groupe diversifié de Marines et de soldats au garde-à-vous. Les réformes que nous avons mises en œuvre ici, la surveillance, la formation, le changement culturel, illustrent ce qui est possible lorsque nous refusons d'accepter la discrimination comme une fatalité, lorsque nous exigeons davantage de nous-mêmes et de nos institutions. Lorsque nous reconnaissons que la diversité n'est pas qu'un mot à la mode, mais une force qui rend notre armée plus efficace, plus adaptable et plus représentative de la nation que nous servons. Nadia marqua une pause, regardant directement les caméras diffusant cette cérémonie vers les installations militaires du monde entier.
À tous les militaires victimes de discrimination, votre expérience compte, votre voix compte, votre dignité compte. N'acceptez pas les mauvais traitements comme prix du service. Signalez-les, documentez-les, luttez. Le système n'est pas parfait, mais il peut fonctionner si nous l'exigeons. À la fin de la cérémonie et au moment de la coupure du ruban, Nadia pensa à Derek Thornton, libéré de prison militaire 8 mois auparavant après avoir purgé l'intégralité de sa peine. Il était désormais un civil luttant pour trouver un emploi avec un casier judiciaire vierge. Elle avait entendu dire par des canaux informels qu'il restait amer, impénitent, convaincu d'être la véritable victime. Certaines personnes n'ont jamais appris, elles n'ont jamais grandi, elles n'ont jamais reconnu leurs propres préjugés. Mais son incapacité à changer n'enlevait rien à ce que Nadia avait accompli. Les centaines de militaires qui avaient bénéficié des réformes, la culture qui devenait lentement, péniblement et progressivement plus juste, la prochaine génération d'officiers qui hériterait d'un meilleur système parce que Nadia avait refusé d'accepter le statu quo. Cette nuit-là, dans ces quartiers, Nadia a enregistré un message vidéo qu'elle a publié sur les réseaux sociaux, une plateforme qu'elle avait adoptée à contre-cœur mais avec succès comme outil pour atteindre les jeunes militaires. « Que pensez-vous de cette histoire ?» demanda-t-elle à la caméra. « Si vous aviez été à ma place il y a 5 ans, menotté à cette porte, auriez-vous eu le courage de riposter? Auriez-vous transformé l'humiliation en réforme ?» Elle marqua une pause, laissant la question résonner. « Je pose la question car ce travail n'est pas terminé. La discrimination existe toujours dans notre armée. Racisme, sexisme, homophobie. Tous ces phénomènes sont toujours présents, parfois flagrants, souvent subtils. Nous avons progressé, mais progrès ne signifie pas victoire. Nous avons besoin de la prochaine génération de dirigeants pour poursuivre ce combat. Nous avons besoin d'alliés qui dénonceront les discriminations dont ils sont témoins. Nous avons besoin de victimes qui dénonceront plutôt que de souffrir en silence. Nous avons besoin d'une armée qui soit véritablement fidèle à ses valeurs. » Nadia regarda directement la caméra. « Voici donc mon défi à tous ceux qui nous regardent. Que ferez-vous? Si vous êtes témoin d'une injustice, la filmerez-vous et la publierez-vous en ligne ou interviendrez-vous? Si vous êtes témoin de discrimination, garderez-vous le silence ou dénoncerez-vous? Si vous avez le pouvoir de changer les choses, l'utiliserez-vous? » Elle sourit légèrement. « Il y a 5 ans, j'ai été arrêtée à une porte pour le crime d'être une femme noire en position d'autorité. Aujourd'hui, cette porte porte mon nom. Ce n'est pas une question d'ego. C'est de faire en sorte que ce qui m'est arrivé n'arrive jamais à personne d'autre. Il s'agit de transformer la douleur en but. » Nadia a terminé l'enregistrement et l'a publié avec une simple légende. « La justice est lente, mais elle est réelle. Continuez à vous battre. » En quelques heures, la vidéo a été vue des centaines de milliers de fois. Les commentaires ont afflué de militaires d'actifs, d'anciens combattants, de civils et de personnes partageant leurs propres histoires de discrimination et de résilience. Si cette histoire vous a ému, vous a inspiré ou vous a rappelé qu'une seule personne peut créer un changement systémique, voici ce dont j'attends de vous. Appuyez sur ce bouton d'abonnement pour plus d'histoires vraies de responsabilité et de justice dans l'armée. Appuyez sur le bouton. J'aime si vous croyez que ceux qui abusent de leur autorité devraient faire face à de véritables conséquences. Laissez un commentaire ci-dessous. Auriez-vous eu la grâce de transformer la discrimination en réforme? Avez-vous déjà vu une personne au pouvoir juger quelqu'un à tort sur la base de son apparence? Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que lutter contre l'injustice en vaut la peine. Et dites-nous, d'où regardez-vous? Indiquez votre localisation dans les commentaires. Je veux savoir jusqu'où se propage ce message de responsabilité. N'oubliez pas, l'autorité sans responsabilité est une tyrannie. Le rang sans responsabilité est une corruption. Le pouvoir sans justice est une oppression. L'armée a appris à la colonelle Nadia Chambers à diriger, mais c'est la discrimination qui lui a appris à transformer les systèmes, de détenus à décorer, de victimes à vainqueurs, de l'humiliation à l'histoire. La justice n'est pas seulement une question de punition, c'est une question de prévention.